vous êtes plusieurs à avoir signalé l'urgence d'agir, même la quasi-totalité. En même temps, vous avez tous fait la démonstration que l'argent était disponible et que finalement, il n'y avait pas vraiment de problème pour mettre l'argent sur la table. Donc, entre les deux, qu'est-ce qui se passe de mon point de vue? C'est qu'il y a peut-être encore même s'il y a des messages récurrents pour faire prendre conscience aux gens, il y a peut-être une prise de conscience générale de l'ensemble de la société pour dire on y va. Et justement, par rapport à ce que vient de dire Monsieur le Président, c'est qui paye quoi? Parce que chacun est conscient de l'importance des investissements, mais chacun se dit, mais qui finalement va payer au bénéfice de qui? Et donc vous avez tous montré les possibilités qui existaient. Et en présence aujourd'hui d'experts comme vous des domaines de la finance et de l'économie, je relève que, comme c'est souvent le cas, alors peut-être que le format ne s'y prêtait pas et vous n'avez pas eu le temps de nous en parler, mais souvent on n'évoque pas les retombées économiques de tous ces investissements-là. C'est-à-dire qu'on parle de l'économie du futur, des entreprises de demain, mais jamais on a d'évaluation précise sur qu'est-ce que ça va provoquer en termes de TVA par rapport aux emplois qui vont être créés, aux nouveaux services qui vont être mis en place, d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur les revenus des nouveaux salariés de ces entreprises-là, de charges sociales. Et là, on aurait un bien commun. C'est-à-dire que dans le qui paye quoi, on verrait qu'on investit, mais que d'un autre côté, finalement, la société dans sa globalité a des retombées au travers des impôts, au travers des charges, qui bénéficieraient à l'économie dans sa globalité, et finalement à d'autres services qui paraissent peut-être un peu éloignés de la transition énergétique. Donc, est-ce que vous regardez ces sujets-là les uns les autres? Est-ce qu'on a aujourd'hui des évaluations fines? Ça revient régulièrement sur la table. Ça, c'était la première question. La deuxième est très simple. C'est par rapport peut-être un peu plus simple, par rapport au financement participatif. Est-ce qu'il n'y a pas deux leviers que vous n'avez pas évoqués et qui expliquent un peu la frilosité de l'investissement dans ces directions-là et de la faiblesse des montants que vous avez signalés? C'est la sécurisation, c'est-à-dire que vous êtes des startups et finalement, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné la question de se dire si je mets l'argent dans une startup, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Et deuxième chose, c'est les retombées, les contreparties. Est-ce qu'il ne faut pas aussi agir sur les contreparties pour faire en sorte que plus de Français aient envie de mettre de l'argent sur la table? Merci. Oui, alors sur les bâtiments publics, c'est vrai qu'on a ces 2 milliards qui sont de prêts qui, notamment dans le cadre du grand plan d'investissement qui avait été développé, et avec des investissements en fonds propres de 500 millions à la rénovation thermique des bâtiments publics. Donc ce sont des prêts donc, qui sont à des taux qui sont intéressants et qui tout à fait ont répondu à une attente, en tout cas de ce point de vue-là. Ce que je peux vous dire, c'est que sur tout ce qui est donc au niveau du logement social et de la politique de la ville, donc sur ces éco-prêts, donc qui sont sur une ressource des fonds d'épargne, c'est du livret A notamment et de la BI. En fait, c'est un engagement à peu près de 3 milliards que l'on a et alors j'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas je vais vous les transmettre. Mais en tout cas, ils ont montré leur efficacité. Donc je vous donnerai les montants exacts de ceux qu'on a pu investir sur ce sujet. Merci beaucoup. Donc, la parole est à la BPI. Oui, donc Excusez-moi. On revient à la CDC. Excusez-moi. En termes de pré-signés, donc on a bien 3 milliards qui ont été signés, notamment à fin 2017. Voilà. Oui, donc c'est un dispositif qui peut être considéré comme efficace et incitatif et qu'il faut peut-être poursuivre ou amplifier. Donc, la BPI. Oui, donc je reviens pour répondre aux questions posées. Donc beaucoup de petites entreprises, vous dites, ont des problèmes de financement, de garantie sur le financement des pompes à chaleur ou autres. Nous avions pour cela le prêt vert, en fait. Le prêt vert, c'était un prêt sans garantie sur le projet et donc garanti par un fonds de garantie qui a été épuisé. Et donc cette dotation par l'État n'a pas été renouvelée. Nous proposons dans le dispositif un successeur à ce prêt vert pour pouvoir offrir 500 millions de financement sur ce type d'investissement de petite taille pour l'entreprise. Mais il nous faut une dotation de 60 millions et idéalement avec un
question de taux d'intérêt. Donc ça, ce sont vraiment des dispositifs pour les entreprises de petite taille qui ont besoin de changer leur système énergétique sur leur process industriel. Si je peux compléter, Catherine, finir sur la question du problème de financement et le qui fait quoi et la mesure, en fait. Si je prends le sujet, parce que ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a tous parlé de territoire, d'efficacité énergétique, de rénovation, de pas de problème de financement, finalement des problèmes d'investissement, de pas suffisamment d'investissement, puisqu'il y a peut-être aussi des problématiques de retour sur investissement pour ceux qui veulent se plonger dans cette transition. Quand nous avons proposé notre projet de crédit bail immobilier efficacité énergétique, nous avons fait cette mesure. Nous avons dit, voilà, s'il y a 1 milliard d'investissements par an, et que finalement, dans un investissement immobilier, il y a à peu près 20% de travaux de rénovation énergétique, ce qui est finalement assez peu, c'est un minimum, eh bien, ça allait pouvoir déclencher 300 millions de recettes complémentaires pour l'État. Parce qu'il y a des travaux de second œuvre, parce qu'il y a des diagnostiqueurs, parce qu'il y a des transactions chez des notaires, voilà, il y a plein de choses, il y a de la TVA sur des loyers, voilà. Et donc, nous avons évalué que 1 milliard de contrats de crédit bail nouveaux, ce qui reste finalement assez peu, au regard des 5 milliards qui seraient nécessaires par an, il y avait 300 millions de recettes potentielles. Donc ça fait partie d'une note que nous avons diffusée, qu'on pourra aussi vous remettre. Donc cette évaluation, nous l'avons fait avec des critères d'efficacité. Voilà. Vous souhaitez intervenir à nouveau ? Juste pour compléter et peut-être globaliser un peu la question par rapport à votre question, c'est la question des modèles d'évaluation de risque et de retour sur investissement. Aujourd'hui, la question du risque de transition, qui est massive pour énormément de secteurs, commence à être seulement intégrée. Vous avez vu le rapport sur la biodiversité. Aujourd'hui, la filière agro-industrielle, elle est à risque maximal de transition. Au sens où ça va pas prendre 50 ans et ça va pas prendre 250 ans de se dire, prenons un exemple très clair, vous êtes un grand fabricant de céréales, vous n'allez pas pouvoir alimenter le rayon de supermarché avec 45 modèles différents pendant très très longtemps quand vous avez une baisse estimée de 30% à peu près des grandes céréales à horizon 2030 à cause du changement climatique et autres problèmes d'érosion des sols. Donc la question aujourd'hui de la façon dont dans le domaine financier, on évalue un risque de retour sur investissement, que ce soit quand on émet de la dette ou que ce soit quand on fait un investissement, etc., est aujourd'hui un énorme problème. Et tout le mouvement de la finance durable auquel on appartient essaie de trouver et de travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas documenté. Aujourd'hui, ni le risque physique, ni le risque de transition n'ont vraiment, les deux, à la fois dans leur volet risque et évidemment dans leur volet opportunité que vous évoquez, sont des choses très documentées. Dans le domaine financier, l'un des risques le plus documenté, c'est celui de stranded assets, c'est-à-dire celui carrément de dépréciation d'actifs. Le fait que la valorisation... Adrien disait que les marchés Michel disait que les marchés ne valorisent pas les risques, c'est un premier sujet, mais ils ne valorisent pas non plus, enfin ils n'intègrent pas non plus le fait qu'un certain nombre d'actifs vont ne valoir plus grand-chose parce que les modèles ne sont pas soutenables. La question de la soutenabilité des modèles est vraiment le sujet. Et aujourd'hui, alors vous avez des tentatives, par exemple dans le cas de Natixis, il y a des démarches de quantification de ce qu'on appelle le Green Supporting Factor, c'est-à-dire de dire comment effectivement, quand j'évalue mon investissement, j'intègre la notion de risque de transition. Comment je fais? Et du coup, je fais ce choix de limiter au maximum mon investissement dans du brun ou dans du à risque versus maximiser mon investissement dans du vert qui, évidemment, en plus, génère de l'aspect social, c'est-à-dire la création d'emplois non délocalisables, parce que ça, c'est le point le plus clé. C'est-à-dire que la plupart des emplois verts sont non délocalisables, ce qui n'est pas le cas de tout le reste. Et en fait, juste peut-être pour terminer, c'est la logique de disruption majeure que représente la transition est aujourd'hui de mieux en mieux comprise par un certain nombre d'acteurs, mais elle est aussi forte que la disruption digitale et malheureusement, elle se conjugue assez peu. C'est-à-dire que ce n'est pas compris par beaucoup d'entreprises, qu'elles soient cotées ou pas, comme une vision, comme deux disruptions qui sont déjà là et sur lesquelles leurs stratégies ne sont pas forcément adaptées, à quelques exceptions près. Sur les retombées économiques, c'est un point très important aussi. Et quand on intervient sur les territoires, on fait beaucoup de pédagogie on explique effectivement toutes les retombées qu'il va y avoir pour le territoire
aux citoyens, ce qui leur permet de mieux accepter les projets en se disant ah oui, quand même, il va y avoir des taxes locales, il va y avoir des emplois. On le fait d'ailleurs actuellement, on est sur le terrain pour les projets des éoliennes en mer. On est sur le terrain partout en Normandie et en Vendée pour expliquer ça aux citoyens qu'il va y avoir des emplois de créer, etc. Et enfin, pour répondre sur la question de la garantie, de la sécurisation, nous, on intervient en général une fois que la banque a audité le projet et a accepté le projet. On intervient à des taux bien supérieurs parce que la banque va prêter à 2%, et nous, pour que les citoyens soient intéressés, il faut qu'ils aient des retours d'au moins 5%, avec la fiscalité qui va diminuer le taux à 3,5%. Donc il faut au moins 5%. Donc effectivement, nous, on peut pas avoir une garantie en étant junior et avec un taux de 5% par rapport à la banque qui a 2%. Mais c'est un système qui convient très bien aux citoyens, et ils sont prêts à prendre ces risques. Et encore une fois, comme je le disais, il y a une vraie appétence, et c'est pas un frein à l'investissement. Monsieur Cardona, je crois, ou Monsieur Hainaut? Peut-être un point très simple sur l'évaluation des effets économiques des projets de transition. Tous ceux qui s'y intéressent de manière globale concluent aux effets très positifs de ces investissements et de ces réalisations en matière de balance commerciale, de contenu en emploi. Même sur la compétitivité vis-à-vis des pays voisins, il n'y a pas de généralisation. Il y a des secteurs qui ont intérêt à comprendre ce qui se passe dans les pays voisins, notamment les pays européens, mais il n'y a pas de généralisation sur le fait qu'ils soient particulièrement touchés. En revanche, peu de gens s'intéressent à cette vision globale lorsqu'ils évaluent la pertinence de la dépense, que ce soit la dépense privée ou la dépense publique. Ça ne fait pas encore partie de la norme d'analyse ni des budgets publics au niveau national, au niveau local, ni des investissements privés. Et donc c'est vraiment une culture d'analyse économique aussi qui n'est pas partagée aujourd'hui. Oui, Monsieur Larouturou. Merci. Juste sur la question des créations d'emplois, d'après l'ADEME, on pourrait avoir 900 000 emplois créés si on se donne les moyens en même temps de financer la transformation de l'agriculture, l'investissement dans les transports en commun, l'efficacité dans les bâtiments. L'ADEME, de mémoire, il y a 7 ou 8 grands chantiers, et au total, ils estiment qu'on pourrait créer en quelques années 900 000 emplois nets. Donc, il y aura des secteurs, il y aura moins de chauffeurs routiers sur les autoroutes, mais plus de gens. Voilà, le bilan net est de 900 000 emplois, donc vous voyez bien l'intérêt social et puis le pouvoir d'achat. Quand les gens de la Fondation Abbé Pierre vous montrent des familles qui ont gagné 800 € chaque année sur leurs dépenses de chauffage, on a isolé le HLM et elles ont gagné 800 €. Et ces 800 €, ça compte pour chaque famille, et encore plus pour une famille précaire qui est dans un HLM. Donc on comprend mal pourquoi on n'accélère pas. Il y a aussi un point qui est important, si nous on disparaît, notre start-up Enerfip, l'argent des gens n'est pas perdu. C'était peut-être un des points de votre question. Donc je tenais juste à préciser ça. Voilà, c'est des livrets. C'est des livrets économiques qui sont détenus dans une banque. Il n'y a pas de risque. Très bien pour cette précision importante. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos interventions qui vont évidemment enrichir notre réflexion sur cette question majeure du financement.